BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Ce sommet BFM Patrimoine, l'événement de l'automne, bien évidemment, pour l'univers du patrimoine, ce sera le 6 décembre, dans un lieu prestigieux, le Palais d'Iéna, Conseil économique, social et environnemental, BFM Business, en partenariat avec la CNCGP. De nombreux participants, bien évidemment, on les reçoit tous les jours. Aujourd'hui, Xavier Antonioz, le président du directoire d'123 IM. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. 123 IM, on vous connaissait il y a encore peu sous un autre nom, un autre vocable. Qui êtes-vous? Rappelez-le-nous. Qu'est-ce qui a changé avec ce nom d'ailleurs? Où est-ce que vous en êtes? Alors, où est-ce qu'on en est? Effectivement, 123 Venture a été créée, une société de gestion créée en 2000 pour permettre à des investisseurs privés d'investir dans l'économie réelle, dans les PME françaises. C'est le fameux capital risque. C'est le capital investissement. Nous avons commencé par faire du capital risque, financer des entreprises technologiques jeunes en création, et c'est pour ça qu'on s'appelait à l'époque 123 Venture. Depuis, notre modèle, nos expertises se sont élargies et nous finançons toute l'économie réelle, tous les pans de l'économie réelle, pas uniquement les startups et les entreprises technologiques. C'est pour ça que nous avons décidé l'année dernière de changer de nom pour 123 Investment Manager, qui correspond plus à la réalité de ce que nous faisons. Nous finançons les sociétés les plus jeunes à leur démarrage, les sociétés en phase de développement, de croissance, et les sociétés en phase de transmission, les fameuses opérations de LBO. Voilà, et vous êtes en plein dans l'esprit de ce que souhaite faire le gouvernement, à savoir accompagner les particuliers dans le financement de l'économie, pousser l'investissement, l'épargne, vers le financement de l'économie réelle à travers, pourquoi pas, l'investissement dans les entreprises. Comment ça va d'ailleurs? Comment se porte l'activité? L'activité se porte très bien. Ça fait encore une fois 18 ans qu'on a commencé et on porte notre croix pour démocratiser effectivement cette classe d'actifs, la faire connaître, expliquer aux investisseurs, aux épargnants français que c'est une classe d'actifs sur laquelle on va trouver du rendement, une décorrélation, une diversification, et qu'une PME, ça ne doit pas faire peur. Donc on est en train de toucher du doigt ce travail de ces 18 dernières années, puisqu'on le voit, on entend beaucoup parler. La France est devenue une start-up nation depuis quelques années. Aujourd'hui, ça doit devenir une PME nation, avec la volonté effectivement d'un gouvernement qui, on en parlera, qui pousse et qui essaye d'innover en la matière, même si je pense que c'est pas suffisant. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un appétit grandissant des épargnants, des investisseurs privés pour investir dans cette classe d'actifs. Bon, alors très bien, et vous en êtes un témoin privilégié. C'est une bonne nouvelle que vous nous apportez là, une sensibilisation grandissante du public et des épargnants pour investir dans les entreprises non cotées, par exemple. Il y avait des carottes fiscales avant pour ça, et notamment, alors c'est un grand public particulier, mais l'ISF, on pouvait défiscaliser l'ISF en investissant dans des PME non cotées. Et puis avec la disparition de l'ISF, là, c'est aussi une carotte fiscale qui a disparu. Effectivement. Une loi arrivée en 2008, pour ceux qui s'en souviennent, il y a une dizaine d'années, au moment où effectivement où on est dans le dur, où l'économie est au ralenti, on est en pleine crise financière, pleine crise économique, et cette loi TEPA, vous l'avez bien dit, qui permet donc d'effacer son ISF en contrepartie d'un investissement dans l'économie réelle, a fait beaucoup de bien à l'économie. Elle a permis, là où il y a eu un ralentissement des investissements, elle a permis aux fonds d'investissement dont nous faisons partie de continuer à injecter de l'argent et de soutenir nos PME. Les gens le faisaient pour limiter leur ISF. Les gens le faisaient pour limiter leur ISF. Et c'était une très bonne mesure. Pourquoi? Parce que ça a permis à une certaine classe des épargnants de découvrir la PME. Ils l'ont fait au départ pour la carotte fiscale, et tout notre challenge aujourd'hui, et c'est plutôt une réussite, puisque depuis le début de l'année, il n'y a pas d'ISF, il n'y a plus de fonds ISF, mais la collecte d'123e se porte très bien, parce qu'on est arrivé à transformer ces clients qui étaient venus il y a une dizaine d'années pour une carotte fiscale en clients patrimoniaux, parce qu'ils ont compris qu'au-delà de l'avantage fiscal, ils pouvaient bénéficier de performances, et on était capable de délivrer une performance supérieure aux autres classes d'actifs. Et ce sont ceux qui étaient venus pour la carotte fiscale qui sont restés, que vous avez convaincus de rester, ou ce sont aussi de nouveaux qui auraient pu venir pour la carotte fiscale et que vous avez réussi à convaincre par d'autres arguments? Alors, on va pas se mentir, on n'arrive pas aujourd'hui à transformer 100% de ceux qui étaient venus pour la carotte fiscale et les faire investir dans des produits patrimoniaux de diversification. Aujourd'hui, on estime à 5-10% les clients qui vont revenir pour un investissement patrimonial. Bien évidemment, avant l'ISF, on en avait d'autres. L'ISF est arrivé en 2008. Nous, la société de gestion, on l'a créée en 2000. Quand l'ISF est arrivé, on avait déjà 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Donc on était déjà arrivé à convaincre des investisseurs privés du bienfait de cette classe d'actifs. Donc aujourd'hui, c'est un mélange des deux. C'est des anciens ISF
qui vont continuer à investir dans ces classes d'actifs pour ses qualités intrinsèques. Et c'est des investisseurs avertis, puisque avant l'ISF, on avait plutôt des clients avertis, assez éduqués, qui avaient compris que, encore une fois, ils pouvaient aller chercher une surperformance en acceptant de prendre un risque un peu plus fort. Le projet de loi Pacte, il est encore en plein examen, voilà, pour une application en 2019 normalement. Est-ce que ce projet de loi Pacte est pour vous une solution véritablement utile? Est-ce qu'on est dans le droit chemin? Et est-ce qu'on est dans la bonne proportion là pour justement flécher davantage l'épargne des particuliers vers le financement des entreprises et de l'économie? Ce sont aussi nos emplois derrière. Tout à fait. Assez mitigé sur cette loi Pacte pour l'instant. Si on fait un zoom assez large, la loi Pacte, elle va être bénéfique pour les entreprises en général, PME, ETI, entreprises cotées. Hein, on va dans le bon sens, plus de souplesse, un allègement notamment de l'impôt sur les sociétés, un certain nombre de mesures qui sont bons pour les entreprises en général. Après, sur le volet particulier du financement et du financement des PME, qui est notre combat, c'est très light. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de mesures incitatives, il n'y a pas de mesures coercitives pour vraiment flécher l'épargne des particuliers vers les PME. J'insiste, la PME, c'est moins de 250 salariés, c'est moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est elle, aujourd'hui, qui a le plus besoin de financement. Les ETI, les entreprises cotées, se financent très bien, en equity ou en dette sur les marchés. Celles qui en avaient vraiment besoin, et c'est là où avait visé la loi TEPA, c'est le financement des PME. Aujourd'hui, je ne pense pas, contrairement à ce que le gouvernement pense, que les épargnants iront naturellement investir leur argent vers les PME, s'ils n'ont pas une mesure incitative ou coercitive. Il y en a une, par exemple le crowdfunding qui permet de financer les entreprises, parfois de leur prêter. Le crowdfunding sera intégré au PEA-PME avec donc les bénéfices fiscaux de cette enveloppe fiscale au bout de 5 ans. C'est intéressant. Là, il y a une carotte fiscale pour le coup, malgré tout. Oui, il y a une carotte fiscale, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de crowdfunding ne sont pas un réel succès, ne drainent pas beaucoup d'épargne. Pourquoi? Parce qu'elles visent plutôt des entreprises jeunes en démarrage, que les investisseurs, les épargnants français ne sont pas là et ne souhaitent pas. L'épargnant français est très averse au risque, il ne souhaite pas financer des jeunes sociétés. C'est plutôt des effets de manche qui ne créeront pas beaucoup de volume et qui ne draineront pas beaucoup d'argent vers les PME. Ça ne règle pas l'aversion au risque. Alors, il faut faire de la pédagogie toujours et encore pour rassurer ou en tout cas apporter un peu de connaissance aux Français pour ce monde de l'entreprise qui reste souvent opaque pour beaucoup d'entre eux. Vous, par exemple, chez 1, 2, 3 IM, vous choisissez quel type d'entreprise? Que vous pouvez nous apporter des exemples? Bien sûr. Pour qu'on soit dans le dur, le concret, qu'on ait un paysage là, à contempler avant d'investir. On va essayer de s'adapter aux attentes des clients privés. On ne force pas un âne à boire, donc encore une fois, forcer des investisseurs, des épargnants français à acheter du capital risque, des jeunes sociétés sur lesquelles on n'a pas de visibilité sur leurs revenus, leur business plan, c'est très difficile. Donc on va nous s'attacher à des entreprises matures, sur des secteurs sur lesquels on pense qu'ils présentent des garanties en termes de solidité. Les secteurs qui nous intéressent depuis quelques années, c'est le secteur de l'hôtellerie, de la dépendance santé, de l'immobilier. On va s'attacher à financer, à accompagner la croissance d'entrepreneurs qui ne sont pas des primo-entrepreneurs, des entrepreneurs établis, mais qui souhaitent passer à l'étape supérieure. Et c'est aussi dans la droite lignée de ce que souhaite le gouvernement, essayer de construire, de faire passer des PME à un stade d'ETI. Donc c'est ce qui va nous intéresser, de financer des PME rentables, sur lesquelles on a une visibilité sur leur chiffre d'affaires et leur business, et les accompagner dans leur croissance, dans leur build-up, et en leur permettant de financer de nouvelles acquisitions. Ouais, des thématiques qui seront aussi au cœur du sommet BFM Patrimoine. Le 6 décembre, dans ce lieu prestigieux, le Palais d'Iéna, Conseil économique, social et environnemental, vous y serez présent, 1, 2, 3 IM. Xavier Antonios, le président d'1, 2, 3 IM, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Bonne journée. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.